7h18, Pierre de Villeneuve. David, vous recevez ce matin Yves Verrier, secrétaire général de Force ouvrière. Bonjour Yves Verrier. Bonjour. Le président de la République s'exprime enfin ce soir, c'est la sortie du grand débat national. Certains disent, et d'ailleurs sans emphase, qu'il joue son quinquennat. C'est un tournant majeur pour lui, mais aussi pour nous, pour les Français. Qu'attendez-vous Yves Verrier, vous représentez le 3e syndicat de France. Qu'attendez-vous de la prise de parole du président ? Bien, j'attends déjà qu'on ferme un certain nombre de portes qu'on a cru ouvertes. Alors je ne sais pas si c'était ce qui était plus ou moins prévu d'être dit ou pas dit. Ça a circulé dans les médias, la question du temps de travail, la question de l'âge de la retraite ou de la durée d'activité pour pouvoir bénéficier de la retraite. Donc, sur ces sujets-là, j'espère quand même que ça va être remballé, qu'on n'en parle plus. Vous attendez des clarifications. Entrons dans le fond des sujets. Emmanuel Macron va annoncer des baisses d'impôts. Il va annoncer des baisses d'impôts pour les classes moyennes, mais la question, c'est le financement. Et pour le financement, il évoque l'augmentation du temps de travail. Ça peut passer peut-être par l'abandon d'un jour férié. Vous y êtes par principe opposé ? La question du jour férié, oui, ça serait une très très mauvaise idée. Donc j'espère bien qu'on ne va pas réouvrir ce dossier-là. Mais pourquoi ? On en a 11 par an, on peut peut-être passer à 10. Mais parce que les salariés, plusieurs études d'ailleurs ont été ressorties par certains journaux ces derniers jours, montrent qu'en France, on travaille dans la moyenne, voire parfois même un peu plus que nos voisins européens. La productivité des salariés français, qu'ils soient du public ou du privé, est très bonne. Et donc, il n'y a pas de nécessité à travailler plus. S'il faut qu'il y ait plus de travail, c'est plutôt pour ceux qui n'ont pas un vrai boulot avec un vrai salaire dès qu'on est jeune, qu'on rentre dans la vie active jusqu'au moment de l'âge de la retraite. Commençons par s'assurer que tout le monde a un travail à temps plein. Il y a beaucoup de travail à temps partiel subi. 40% des salariés à temps partiel expliquent qu'ils sont à temps partiel parce qu'ils n'ont pas la possibilité de trouver un emploi à temps plein. Mais baisser les impôts de nos concitoyens qui ne sont pas forcément les plus riches, on parle des classes moyennes, mais baisser les impôts, est-ce que vous êtes d'accord sur ce principe ? Je ne suis pas sûr que ce soit la question de la baisse des impôts qui se soit exprimée ces derniers mois. Je pense que c'est beaucoup plus une question de justice fiscale. Il faut savoir, par exemple, que l'impôt sur le revenu, c'est 74 milliards d'euros. Oui. C'est moitié de la TVA. Et la TVA, par contre, elle touche tout le monde de la même façon, que vous soyez pauvre ou riche. La TVA que vous allez payer sur les produits de consommation, elle sera la même. Donc, la justice fiscale, c'est de dire, finalement, je ne souhaite pas, moi, payer moins d'impôts, mais je veux que l'autre, il en paye plus. Vous pensez vraiment que c'est ce qu'attendent nos concitoyens ? Non, la justice fiscale, c'est refonder l'impôt sur un impôt qui soit progressif. L'impôt sur le revenu est progressif. Il a la particularité que plus vous gagnez, plus votre taux d'imposition augmente. C'est ce qu'on appelle les tranches. Donc, les tranches, elles ont été réduites. Il faudrait plutôt réinstaurer des tranches sur les plus hauts revenus. L'OCDE explique depuis plusieurs années que les revenus sont distribués beaucoup plus vers le capital que vers le travail. Donc, c'est cette question-là qu'il faut aborder. Vous voulez que les plus riches payent davantage, mais vous ne semblez pas souhaiter que les plus modestes, ou en tout cas les classes moyennes, comme on dit, payent moins. Si, mais moins d'impôts indirects. Moins d'impôts indirects en refondant l'impôt sur un impôt progressif. Le président de la République évoque la baisse de la dépense publique pour financer les baisses d'impôts. La baisse de la dépense publique, est-ce que pour vous, elle est forcément synonyme d'une baisse de la qualité des services publics ? Mais j'ai souvent expliqué que ce terme de dépense publique, il fallait le bannir. Si vous faites un sondage et que vous demandez aux personnes dans la rue si elles sont favorables à la baisse de la dépense publique, elles vous diront oui, parce que c'est une dépense publique, donc a priori on pense qu'il faut la contraindre, la réduire. Mais si vous posez le lendemain aux mêmes personnes la question suivante, est-ce qu'il faut supprimer telle école ? Est-ce qu'il faut supprimer tel bureau de poste ? Est-ce qu'il faut réduire le nombre de classes dans telle école ou le nombre de lits dans tel hôpital ? Regardez les services d'urgence qui ont insuffisamment de personnel, qui sont surmenés. Aujourd'hui, baisser la dépense publique, c'est accroître encore les difficultés, réduire les services publics. Ce qui s'est exprimé, c'est le maintien des services publics de proximité. Alors venons, baisser la dépense publique, ça va à l'encontre de cela. Venons-en à un sujet majeur sur lequel vous attendez une clarification, c'est les retraites, la réforme des retraites, l'âge légal. Depuis quelques semaines, il y a une forme de cacophonie. Faut-il bouger l'âge légal, le passer de 62 à 64 ans ? Hier,
le haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, a dit il n'est pas question de revenir sur cet engagement de campagne. Nous ne toucherons pas à l'âge légal. Il y aura toujours la liberté de partir à la retraite à 62 ans. Vous aviez quitté la table de la concertation sur ce point. Est-ce que vous pourriez revenir dans les discussions avec Jean-Paul Delevoye et les autres organisations syndicales ? Depuis le début, nous avons expliqué les raisons pour lesquelles nous étions opposés au principe même d'un régime universel par points. Parce que nous craignons que ce système conduise à ce qu'on donne à l'État toutes les manettes, en particulier celle de la valeur du point. Et au moment où, à la fin de votre carrière, vous aurez accumulé un certain nombre de points à ce que vous aurez cotisé tout au long de votre carrière, premièrement, le risque est qu'on ne calcule plus sur les 25 meilleures années, comme aujourd'hui, et autrefois c'était les 10 meilleures années, mais y compris dans les périodes plus difficiles, de temps partiel, de petits salaires, vous aurez moins de possibilités d'acheter des points. Mais le pire, c'est que quand vous arriverez au moment de convertir ces points en pension, eh bien c'est l'État qui décidera de ce que sera la valeur du point. Mais c'est pas sur et ça que si vous la avez valeur du point est insuffisante, on a compris. eh bien, vous avez compris que l'incitation, elle devient une obligation à continuer. Mais donc, Yves Verrier, introduire une décote, comme l'a dit M. Delevoye hier, avec une surcote. Il faut expliquer ça. Jean-Paul Delevoye dit « Je laisse l'âge légal à 62 ans, mais j'incite les gens à partir plus tard. » En gros, si vous partez à 63, à 64 ans, votre pension sera meilleure, plus forte. Si vous partez à 62 ans, et ça c'est la nouveauté, il dit décote. Donc là, il pourrait y avoir une sanction, une pension plus faible en partant à 62 ans. Que dites-vous de ça ? Bien, on avait déjà alerté. Quand M. Delevoye avait évoqué un système de bonus, nous avions dit attention, parce que le bonus, il va dépendre, son intérêt du bonus va dépendre du niveau de pension qui est le vôtre quand vous avez l'âge pour partir. Si le niveau de pension il est insuffisant pour boucler les fins de mois, le bonus, il devient non plus seulement incitatif, mais quasiment obligatoire. Et là, c'est pire encore, puisqu'avec une décote, c'est un malus. C'est-à-dire que si vous partez, c'est le système des retraites complémentaires que FO n'a pas signé, qui instaure une pénalité pour ceux qui font valoir leur droit à la retraite à l'âge auquel ils y ont droit. On leur impose un malus de 10% pendant les 3 années. Par contre, si vous attendez 1 an, vous ne subirez pas le malus et vous bénéficierez d'un bonus. Vous avez compris que c'est quasiment une obligation à rallonger la durée d'activité pour pouvoir bénéficier d'une retraite décente. J'en déduis qu'il n'est pas question que vous reveniez à la table de la concertation. Mais non, parce qu'on comprend très bien maintenant que le système universel, la raison pour laquelle on y est opposé, eh bien, se vérifie. Bon. Vous êtes opposé, vous êtes contre la réforme par le système par points, mais que proposez-vous ? Je m'explique. Les chiffres du Conseil d'orientation des retraites sont très clairs. On a un régime général des retraites qui était en excédent, c'était assez inhabituel en 2017, 1 milliard d'excédent, mais d'ici 3 ans, les régimes dans leur ensemble, c'est 8 milliards de déficit. Donc on va dans le mur, c'est factuel. Que proposez-vous ? Est-ce qu'il faut s'endetter ? Que proposez-vous pour que ce système des retraites ne soit pas en banqueroute ? Premièrement, je l'ai déjà dit, on fait peser sur le régime les difficultés en termes d'équilibre financier qui viennent en fait d'une politique ou de politiques économiques, celles qu'on nous a vendues depuis des années et des années au prétexte de l'emploi, qui font que, par exemple, aujourd'hui, c'est le ministre Darmanin qui l'explique, qui le dit, qui donne ce chiffre, 140 milliards d'aides publiques aux entreprises chaque année, soit sous forme de crédit d'impôt, soit sous forme d'allègement de cotisations. C'est autant de dépenses publiques qui ne résout pas le problème de l'emploi. On a toujours 9% de chômage. Donc on fait payer les entreprises. Non, on ne fait pas payer les entreprises. On fait en sorte de changer de politique économique. Nous disons par exemple augmenter les salaires. C'est partie prenante d'une relance de l'activité. Il y a un enjeu, celui de la transition écologique, qui demande des investissements importants, massifs, en termes d'industrie, qui répondent aux enjeux environnementaux, qui sont potentiellement créateurs d'emplois. Donc, il faut revoir l'ensemble des politiques économiques, être beaucoup plus dans la production, faire en sorte que le salaire soit redistributif. Je vous l'ai dit, l'OCDE dit que les revenus sont beaucoup plus distribués vers le capital que vers le travail depuis de nombreuses années. Eh bien, rebasculons du revenu sur les salaires, on relance l'économie et on crée de l'emploi.
Sur cette réforme des retraites, si le gouvernement ne bouge pas, votre position, c'est quoi? C'est la grève? Nous sommes déterminés à mobiliser. Et nous l'avons dit, s'il faut aller à la grève, nous irons à la grève. Un dernier point brièvement. La semaine prochaine, c'est le 1er mai. Les autorités craignent la venue, à nouveau, de casseurs en grand nombre. Est-ce que vous partagez cette inquiétude? Depuis 2016, on a été confronté effectivement à ce qu'on appelle des casseurs perturbent les manifestations syndicales, à tel point que parfois certains de nos camarades hésitaient à venir manifester. On est bien déterminé à préserver la liberté de manifester. On l'a dit, on est d'ailleurs opposé à la loi anti-casseurs, on l'a contestée et on a bien l'intention aussi de préserver notre droit et notre liberté de manifester, y compris dans ce contexte. On va faire en sorte évidemment que nos militants, nos adhérents, ceux qui vont venir manifester avec nous, puissent manifester en toute sécurité. Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière, merci d'avoir été avec nous ce matin.